Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nasport Show, le rendez-vous incontournable des fans de sport en région Nouvelle-Aquitaine. Au programme ce soir, une large page rugby. On va prendre des nouvelles du 15 de France. On va évoquer la 11e journée de Pro D2 et revenir sur l'éviction de Christophe Urios du côté de l'Union Bordeaux-Bègles. Tout cela avec notre consultant Florian Bougerolles. Et puis on parlera football avec le 8e tour de la Coupe de France ou encore basket avec Pau, avec Limoges, avec Basketland. Le Nasport Show, flexion, lié, jeu, c'est parti et ça commence avec le rugby. Et pour parler rugby, j'accueille avec plaisir notre consultant, le joueur de Niort, entraîneur également du club de Villeneuve-les-Salines. C'est Florian Bougerolles qui me rejoint en studio. Salut Florian. Salut Benji. Je ne vais pas te demander si tout va bien, puisque malheureusement, tu es dans la pire situation des sportifs, à savoir blessé et inapte à aider tes coéquipiers. Oui, blessé. Ça va faire 3 semaines que je suis blessé sur un match contre Florence, où je me suis fait opérer, donc oui, je ne suis pas dans la bonne situation. Alors, pour rassurer les supporters de Niort, est-ce que tout va bien, l'opération s'est bien passée et quand tu vas pouvoir revenir sur les terrains? Oui, tout s'est bien passé. J'enlève les broches le 5 décembre, et puis après, donc un mois de rééducation, donc sur les terrains pour début janvier, et puis c'est reparti. En fait, Florian voulait tranquillement regarder le 15 de France et également l'équipe de France de football à la Coupe du Monde au Qatar. On ne voit pas là sur les images, mais Florian, pour info, est blessé à la main, hein. C'est sur un plaquage, un doigt qui a tourné, c'est ça? Oui, c'est ça, sur un plaquage, le pouce. Je me suis pris le pouce et du coup, donc fracture. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que Florian peut suivre du coup tous les matchs à la maison tranquillement et donc débriefer avec nous, notamment la Pro D2, puisque hier, il y a la 11e journée de Pro D2 qui s'est ouverte avec un gros match entre Provence Rugby et le Stade Montois. C'était au stade Maurice David d'Aix-en-Provence. C'est un match un peu fou, vous le voyez à l'image, qui s'est conclu par une victoire d'un petit point de Provence Rugby, 20-19, avec une pénalité à la 80e pour John McPhillips, qui a réussi cette pénalité pour Provence Rugby, qui est donc repassé devant au score 20-19. Typiquement le match de Pro D2, un scénario un peu fou, Florian, une équipe de Provence Rugby qui aurait dû prendre le large dans cette rencontre, qui s'est fait peur et qui gagne à la sirène. Ça arrive souvent en Pro D2. Ouais, bah oui, la Pro D2, elle est tellement serrée que tous les matchs se jouent sur le fil, hein. On parlait il y a quelques semaines de Colomiers où à chaque fois ça jouait à la 80e. Bah là encore ce soir on le voit, mais on voit aussi que les Montois sont encore dans une période compliquée, hein, parce que bon, même s'ils prennent un point, je pense qu'il leur en fallait plus, hein, pour remonter sur le classement. Donc les Montois sont encore mis une épine dans le pied, et je pense qu'ils vont encore travailler pour avancer. John McPhillips, même si malheureusement c'est pour le camp d'en face et on aurait préféré que le club de Nouvelle-Aquitaine l'emporte, mais John McPhillips, jamais évident, hein, à la 80e quand on a la pénalité de la gagne. On a vu avec la pauvre Drouin pour l'équipe de France féminine là, en demi-finale contre les Blacks, qui loupe cette pénalité de la gagne. Là c'est passé, faut pas trembler dans ces cas-là, on préfère être pilier ou talonneur, Flo, que buteur, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il faut mieux être pilier ou talonneur. Hein, une mêlée à la 80e, c'est mieux qu'une pénalité où tu as 5000 personnes qui te regardent. Mais après, bon, les gars sont entraînés pour ça aussi, donc je pense qu'ils doivent travailler sous pression la semaine, des choses comme ça. Mais ouais, pas facile les pénalités à la 80e. Tu parlais du Stade Montois. Christophe Loustalot est allé se présenter au micro de nos confrères de Canal+ Sport qui diffusaient cette rencontre. Il a déclaré à chaud, c'est très difficile. On a fait une seconde mi-temps digne du Stade Montois. À 3 minutes de la fin, on passe devant et je pense que nous méritons le gain du match. Ensuite, il y a 2 décisions très très difficiles. Je pense que la pilule ne sera pas facile à avaler. On a l'impression que c'est la digestion qui va être compliquée du côté du Stade Montois. Il faut déjà digérer la saison passée où clairement ils auraient dû monter sur le plan sportif. Et là, il faut digérer aussi 2-3 matchs où il y a des décisions un peu contraires. On a l'impression que tout va mal en ce moment. C'est le cycle infernal pour le Stade Montois. Ouais, c'est le cycle infernal. Comme tu dis, sur la saison dernière où ils devraient monter parce qu'ils te font une saison extraordinaire, hein, presque parfaite, et que là maintenant sur ce début de saison compliqué, sur les défaites, les décisions comme tu le racontes, donc c'est sûr que, et celle-ci on retrouve le retour de la trêve là où tu perds, hein, même si c'est à l'extérieur, mais bon tu perds, donc ouais, je pense que
l'entraîneur a raison que ça va être compliqué à digérer. On va voir si le Stade Montois arrive à s'en relever, mais c'est sûr que l'année dernière, il y avait aussi dans les matchs un peu serrés comme ça, un Léo Colli qui pouvait faire la différence, qui pouvait, entre guillemets, gagner le match à lui tout seul sur une bonne décision ou sur une accélération. Là, il n'y a plus le facteur X, malheureusement. Ouais, il n'y a plus Léo Colli, et après, je pense, c'est mon point de vue à moi, hein, mais je pense qu'il se reposait vachement les Montois sur ce joueur. Alors, c'est sûr que quand un joueur comme ça, il faut s'en servir, hein, mais il se reposait vachement sur ce joueur, et l'année dernière, c'est pareil, quand il n'était pas trop sur les compos d'équipe, on voyait qu'ils avaient un peu de mal. Alors, ils réussissaient parce que tu es dans une dynamique où ça gagne, où tu as la confiance, et quand tu as la confiance et ça gagne, c'est plus facile pour travailler. Mais c'est sûr que depuis qu'il est parti, là, je pense que il y a moins de joueurs qui pèsent sur le jeu. Donc, du coup, c'est compliqué. Oui. Ils peuvent aller quand même chercher, à ton avis, quelque chose cette saison où ça va être trop dur. Ils ont laissé passer leur chance l'année dernière. Te répondre comme ça, je ne sais pas trop. Je pense que ils sont toujours en espérance d'aller se qualifier pour jouer les barrages et des choses comme ça, mais il va pas trop falloir qu'ils perdent 2 points en route, parce que sinon, oui, je pense que ça va être compliqué. On rappelle qu'il y a des matchs en cours, hein, on est en plein Nasport Show, il y a des matchs qui se jouent, on débriefera tout ça lundi, mais actuellement, avec cette défaite et ce point de bonus arraché, le Stade Montois est 9e, hein, Florian, et surtout, ça va vite devant, hein, quand on voit on va en parler dans un instant, mais des machines comme Oyonnax et Agen qui font un début de saison assez surprenant, le train, c'est un TGV, hein, ça passe vite. Ouais, le train va vite, oui, surtout que en ce moment, il y a, je sais plus si c'est Agen-Oyonnax, je crois. Oui. C'est ça, donc là, il y a une grosse partie aussi. Il y a, je crois, c'est Nevers-Aurillac. Donc, ouais, devant, ça accélère, et c'est pour ça que le TGV, il faut le prendre. Quand il passe, et si tu montes pas dedans, c'est compliqué après. Et après, il n'y a plus la possibilité de rattraper le train en route. 11e journée de Pro D2, hein, je le disais, il y a des matchs qui ont débuté à 19h, donc on est en plein dedans là, dans ce Nasport Show. Il y a notamment Massy-Biarritz concernant la Nouvelle-Aquitaine, ou encore Grenoble face à Soyaux-Angoulême. Et puis dans quelques minutes maintenant, à 21h, Florian, tu en parlais, le choc entre le SU Agen et Oyonnax, c'était pas forcément un choc aussi fort attendu en début de saison, mais là c'est le premier contre le deuxième. Ça va être à Armandie, évidemment. Là, ça va batailler, hein, parce que 2 équipes qui ne lâchent rien depuis le début, 2 équipes très surprenantes. Oui, 2 équipes très surprenantes, ça c'est vrai. Quand on voit les Agenais qui sont sur une dynamique un peu que de victoire, de confiance. Oyonnax, c'est pareil, hein, on voit chez eux, ils sont imprenables, imbattables. Ils mettent pratiquement en moyenne 30 ou 40 points à ceux qui viennent sur Oyonnax. Donc je pense que ça va être une grosse partie. Puis ça va permettre aussi, je pense, aux Agenais, avec la saison dernière un peu compliquée, un bon début de saison. Je pense que ça va leur permettre aussi de se jauger ce qui se fait de mieux sur la Pro D2, parce qu'Oyonnax sont toujours dans le dernier carré, ils sont toujours dans les premiers. Donc je pense que une belle partie. On a l'impression que Agen, c'est le fait que ça soit un petit peu calmé, que ce soit au niveau des médias, au niveau des mauvaises ondes. On a l'impression que du coup, ça a libéré un petit peu le groupe. Et mine de rien, quand on regarde sur le papier, ils ont une très bonne équipe. Ça peut être la surprise, et ça peut peut-être permettre aux Agenais de réaliser un gros coup en remontant en top 14. Oui, puis les Agenais aussi, ils sont sur une bonne formation, hein. On en avait discuté aussi, mais ils sont sur une belle formation. Ils ont pas mal de jeunes, avec quelques anciens. Donc je pense que le mélange un peu des deux, ça fait que la confiance les uns envers les autres, du coup, c'est plus facile. Ouais. Ça peut nous faire un match nul comme Niort face à Auch, ou pas, cette histoire? Parce que Agen n'a pas encore concédé de nul cette saison, mais on voit une affiche tellement serrée qu'on peut se dire que ça peut faire un bon 19-19, cette histoire-là. Ouais, on peut dire ça, 19-19, oui. Après 19-19, je pense que Oyonnax serait content, parce qu'à Agen, 19-19, après les Agenais, je pense qu'ils veulent se jauger, donc ils veulent la victoire. Donc Benji, tu dis 19-19, moi j'ai victoire d'Agen. Allez, victoire d'Agen, on verra ça lundi dans le débrief. On rappelle que ce match va commencer à 21h à Armandie. Agen et Oyonnax, donc la place de leader se joue, puisque c'est le premier contre le deuxième. On va se régaler quoi qu'il arrive dans cette rencontre. On était en train de parler donc de Pro D2. On va quand même évoquer le top 14, parce qu'il n'y a pas de match, c'est la trêve internationale, mais il y a quand même une grosse info qui a un petit peu buzzé tout au long de la semaine, Florian, c'est cette éviction
l'éviction de Christophe Furios. Vous voyez les images là de l'entraînement de l'Union Bordeaux-Bègles grâce à la caméra de notre reporter en Gironde, Florian Sabatier. On voit là l'Union sacrée, mais Christophe Furios, c'est officiel, n'est plus le manager de l'UBB. On rappelle que l'UBB est 11e de top 14 après 10 journées. Il y a eu un communiqué cette semaine de la part du club girondin. Je vais vous le donner. L'Union Bordeaux-Bègles confirme la rupture d'un commun accord du contrat de son manager Christophe Furios avec effet immédiat. Nous tenons à remercier Christophe pour avoir contribué à faire progresser l'UBB durant ces 3 dernières saisons. Son travail a permis au club d'écrire une belle page de son histoire. Ça a été très vite, la décision de Laurent Marty. On s'attendait à ce que Christophe Furios, qui en plus a prolongé il n'y a pas si longtemps, il y a moins d'1 an, il avait prolongé jusqu'en 2025. Florian, on s'attendait au moins à ce qu'il finisse la saison et puis on se doutait bien que derrière, on allait partir sur un nouveau cycle. Mais alors là, en pleine saison comme ça, c'est assez rare en top 14. Oui, c'est assez rare. Après, je suis comme toi, je pense. Alors, finir la saison, je sais pas, mais je pensais qu'il allait au moins finir cette année. Parce que du coup, là, sur une semaine donc, de non-match, mais bon, ils ont quand même un déplacement pas facile la semaine prochaine, parce qu'ils vont à Perpignan, donc c'est pas facile. Après, ouais, on entendait depuis un moment que ça se passait pas super bien avec quelques cadres de l'UBB, que voilà. Et je pense que voilà, le président s'est dit il faut mieux perdre un soldat que perdre tous les soldats. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait réfléchir le président de l'UBB. Ouais. Il faut peut-être mieux perdre Christophe Furios à ce moment-là de la saison que de perdre Mathieu Jalibert aussi, parce que ça a peut-être pesé dans la décision d'aller aussi vite. Alors pas forcément que Mathieu Jalibert, là on pense à Jalibert parce qu'il est aussi dans l'actu avec le 15 de France, mais on a déjà perdu Woki côté UBB, peut-être à cause des relations un peu fraîches avec Christophe Furios. Laurent Marty s'est peut-être aussi dit le pari sur l'avenir, c'est de favoriser la prolongation de certains joueurs. Oui, bien sûr. Et puis, on a vu aussi qu'ils avaient fait signer Ben Tofifenoa, qui est re-signé là jusqu'en 2025. Donc, comme tu dis, je pense que dans les jours à venir, là, ils vont peut-être mettre quelques cadres qui étaient en fin de contrat, les faire vite re-signer pour l'avenir. Et puis surtout que je pense ils savent pas qui va prendre la suite de Christophe Furios non plus. Donc, je pense que voilà, il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place pour avoir une belle équipe pour la saison prochaine. Alors la suite de Christophe Furios, dans un premier temps, ça va être en interne, puisque c'est Frédéric Charrier et Julien Lahire qui vont poursuivre leur mission dans le staff. On parle aussi de Christophe Lossuc qui devrait aider, même si ça n'a pas été officialisé. C'était la meilleure solution dans un premier temps là, de faire confiance en interne, Florian, même si ce sont des proches de Christophe Furios du coup. Oui, bah, de toute façon, on est, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est en cours de saison. Donc, bon, pour trouver un manager, ça court pas les rues. Les managers qui sont en fin de contrat ou qui sont sans rien. Donc, je pense que à l'interne du club, c'est très bien. On a vu Montauban qui a fait pareil avec son manager, qui l'a évincé. Ils ont fait avec les coachs qui avaient déjà en place. Donc, je pense que voilà. Puis, sur le projet de jeu, ça va pas changer grand-chose. Je pense qu'ils vont rester dans la continuité avec Christophe Furios. Parce qu'ils ont toujours travaillé avec lui. Mais par contre, oui, voilà, l'individu sera plus là. Donc, est-ce que les comportements vont changer? Je sais pas, mais j'espère pour l'UBB. Il y avait un entraîneur disponible de l'OCV Villeneuve-les-Salines, paraît-il. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, pour revenir à l'éviction de Christophe Urios, on va parler dans un instant d'Yannick Bru, qui est le grand favori, mais qui n'était pas disponible immédiatement. Christophe Urios, là, on a l'impression qu'il a une mauvaise presse avec ce départ et avec ce qui s'est passé en fin de saison dernière, mais ça reste quand même un des plus grands entraîneurs du top 14. Là, je trouve que son image est un peu injustement écorné. Là, ça se passe pas très bien sur la fin de l'aventure avec l'UBB, mais ça reste quand même quelqu'un qui a réussi à prendre le Brennus avec Castres, qui a fait un travail énorme dans tous les clubs où il est passé. C'est un peu injuste de le réduire à la fin de saison dernière. Ouais, c'est injuste parce que c'est vrai qu'il a fait du travail à l'UBB. L'UBB qualifié pour les demi. S'il n'y a pas le Covid, on ne sait pas ce qui se passe derrière, il peut être champion. Exactement, donc je pense que voilà, c'est la fin comme ça, ouais, elle est un peu dure. Alors après, on ne sait pas ce qui se passe dans le club, on ne sait pas dans le vestiaire, on sait pas les. Mais c'est vrai que pour lui, ça doit être un peu dur à digérer, parce que c'est un gars, je le compare un peu à Patrice Colazo, c'est un gars qui sait ce qu'il veut, il sait où il veut emmener les choses, où il veut emmener les clubs, et comme tu l'as dit, avec Oyonnax, avec Castres, il a toujours fait du super travail.
Alors voilà, après, bon, je pense qu'il va vite faire bondir parce que c'est quelqu'un qui doit toujours se remettre en question. Mais ouais, la fin comme ça, ouais, je pense que c'est un peu compliqué. Ouais. Et déjà, il sera a priori toujours consultant dans un premier temps. Christophe Furios, on va voir s'il rebondit quelque part. On ne sait jamais si Hernan O'Gara est nommé pour le 15 de la Rose. Ça se trouve, on va le retrouver à La Rochelle dans pas longtemps, Christophe Furios. Ouais, je sais On pas. rigole, évidemment, on n'a aucune info. Hein, mais... Ouais, je sais pas. Ou peut-être dans un premier temps à l'OCV et puis après Oui. sur La Rochelle. Attention, il coûte cher en frais de bouche, Christophe Furios. Je ne sais pas si l'OCV a le budget. Si, c'est bon pour la bouffe, on est pas de problème. En tout cas, on parle beaucoup de Yannick Bru pour remplacer Christophe Furios. Pour l'instant, il est consultant avec les Sharks en Afrique du Sud. En plus, il est ami avec Christophe Furios, donc il avait peut-être pas envie d'être celui qui vient couper la tête de son ami dans un premier temps. Mais Yannick Bru, ça paraît être une très bonne idée pour l'UBB. C'est quelqu'un qui a réalisé un travail extraordinaire avec l'Aviron Bayonnais. Yannick Bru, avec le 15 de France aussi. C'est un homme qui connaît parfaitement le top 14. Ça paraît être vraiment une super idée pour la saison prochaine. Ah oui, c'est une super idée, bien sûr. Hein. Et puis là, en ce moment, il est en Afrique du Sud, donc il est encore dans le milieu d'entraîner. Et puis, comme tu l'as dit, hein, il a fait du super travail à l'Aviron Bayonnais. Greg qui reprend l'Aviron Bayonnais, je pense que il y a dans la continuité de Yannick Bru, ça peut que bien marcher. Donc je pense que c'est une bonne pioche pour l'UBB. Après, voilà. On ne sait pas ce que l'avenir sera fait aussi. Peut-être qu'il a autre chose dans la tête, on ne sait pas trop. Ouais. Et ça serait aussi un changement radical, parce que on ne dit pas que Yannick Bru n'a pas de caractère, loin de là. C'est un homme qui s'est tapé du poing sur la table, mais il est peut-être un peu plus dans un management en rondeur, un peu plus calme par rapport à Christophe Furios. Yannick Bru, c'est quelqu'un qui est loin d'avoir la même rage que Christophe Furios. Ça ferait peut-être du bien aussi derrière. On sait que Christophe Furios, quand il arrive, ça se passe toujours bien au début. Quand il part, c'est souvent avec fracas. Et derrière, on a peut-être besoin de quelqu'un d'un peu plus calme et posé pour prendre la succession. Oh oui, je pense, c'est sûr qu'il est plus calme que Christophe Furios, il est plus posé. Voilà, hein, comme je l'ai dit, hein, moi je le comparais aussi un peu, donc je le répète, mais à Patrice Colazo. C'est vrai que quand Patrice est parti de La Rochelle, après c'était un peu plus calme, ça change. Et puis les managers ont différentes façons de manager, hein, c'est jamais les mêmes, même si tu as deux caractères forts, t'en as un qui managera d'une façon et l'autre d'une autre façon. Donc ouais, ce sera bon, je pense. Et on va surveiller, rien n'est officiel pour l'instant, mais Yannick Bru est le candidat numéro 1. Il a déjà rencontré Laurent Marty, selon nos confrères du journal L'Équipe. Il l'a rencontré à Bordeaux avant de repartir en Afrique du Sud. Donc on va surveiller tout ça et on vous tiendra bien évidemment au courant dans le Nasport Show. On va continuer de parler rugby. Il y a beaucoup d'actu pour Florian et pour vous ce week-end. Il y a notamment le match du 15 de France dimanche. Ça va être au Stadium de Toulouse, 14h, le match face au Japon. On rappelle que les Bleus sont sur une série incroyable, une série record. 13 victoires consécutives grâce au succès face à l'Afrique du Sud. Désormais, il reste 5 victoires pour aller décrocher le record mondial, Florian, détenu par l'Angleterre et la Nouvelle-Zélande avec 18 victoires de rang. On a regardé le calendrier, donc il faudrait gagner ce match face au Japon, bien évidemment. Derrière, il faudrait gagner 3 matchs à l'extérieur lors du Six Nations, Italie, Irlande, Angleterre, et puis aller chercher le record à domicile face à l'Écosse. On en est loin encore, parce qu'attention, c'est un match piège face au Japon. Attention de ne pas se voir trop beau, parce que le Japon est une très belle équipe. Oui, c'est un match piège. Après, c'est une équipe qui se remet toujours en question. On le voit à l'image de leur capitaine qui sera suspendu pour ce match. Mais c'est une équipe qui se remet toujours en question. C'est une équipe qui avance. C'est une équipe qui est jeune. Donc c'est un match piège. Mais bon, je pense qu'ils vont le prendre des meilleures des façons. Et puis quand tu viens de battre l'Australie et l'Afrique du Sud, tu es sur une dynamique et de confiance énorme. Donc voilà, s'ils respectent tout ça, je pense qu'il n'y aura pas photo. Et en plus, ça va être la fête et un stade plein à craquer du côté de Toulouse, puisque on le rappelle, les Bleus font un petit tour de France. Ils étaient du côté du Stade de France. Ils ont été aussi au Vélodrome. Donc là, c'est bien aussi
d'avoir le sud-ouest pour pousser derrière les Bleus. Florian, ça va faire du bien à certains. On a vu notamment Movaca être très heureux de retrouver le stadium de Toulouse. C'est bien aussi que les joueurs se baladent un peu partout parce que tout le monde a envie de voir cette équipe de France imbattable à quelques mois de la Coupe du Monde. Tout le monde a envie de pousser derrière les Bleus. Ah oui, et puis c'est impressionnant l'engouement qu'il y a derrière cette équipe, comme tu viens de le dire, mais tous les stades sont pleins. Quand tu rentres dans ce stade de France, dans ce Vélodrome, quand tu vois les jeux de lumière, le public qui pousse derrière, les stades toujours complets, ouais, quand tu es joueur, je pense que ça fait quelque chose, hein. Et puis, t'as qu'une envie, c'est d'avancer avec le public. Donc, non, c'est bien, ouais, que ça voyage. Et je pense qu'il y a 2-3 Rochelais qui doivent avoir envie d'élire domicile au Vélodrome parce que c'est un stade qui commence à bien leur réussir. On se rappelle qu'il y avait eu la pénalité de Belot là, qui avait fait en sorte que les Rochelais n'aimaient pas trop aller au Vélodrome. Depuis, ça a changé. Thibaut Giroud, le directeur de la performance du 15 de France, Florian a déclaré en conférence de presse, face à l'Afrique du Sud, nos données de combat étaient 3 fois plus hautes que les standards habituels. Les heures qui ont suivi le match ont été très très compliquées. On a laissé 2 jours de repos aux joueurs pour récupérer. C'est vrai qu'au niveau de l'intensité devant la télé, franchement, on avait l'impression de regarder une finale de Coupe du Monde. Ça peut peser aussi un petit peu côté 15 de France là, face au Japon. Ça peut avoir du mal à démarrer avec cette décharge d'énergie laissée face à l'Afrique du Sud. Oui, je pense que ça c'est sûr, hein. En regardant le match, on a l'impression que c'était la guerre, hein. C'est vrai, quand on a eu, il me semble que c'est 4 ou 5 protocoles commotion, les impacts, j'aurais pas voulu être au milieu, mais oui, je pense que ça va être, il va y avoir 20 minutes ou 30 minutes qui vont être compliquées, parce que le temps de se remettre dedans, les jambes doivent, même s'ils ont eu 2 jours de repos, ils sont entraînés à haute intensité, donc je pense que les jambes vont être un peu lourdes. Après, voilà, hein, c'est le sport de haut niveau. Je pense qu'ils ont tout mis en place pour bien récupérer et pour remettre le bleu de chauffe. Ça peut servir après à long terme, Florian, avant de retrouver pourquoi pas l'Afrique du Sud en Coupe du Monde ou même face aux Blacks, même dans les gros matchs. Ça peut être un match qui reste dans les têtes, de montrer qu'on est capable de répondre à un tel degré d'intensité, parce que vraiment, je le répète, mais ça ressemblait à un match de phase finale de Coupe du Monde. Ah oui, bien sûr. Et puis je pense que là, les Français alors ils avaient tapé du poing sur la table déjà parce que ils étaient sur une série de victoires impressionnantes, mais en mettant de l'intensité, en allant chercher ce match à la fin, en gardant l'intensité, hein, parce que même quand les remplaçants sont rentrés, on n'a pas trop vu de changement d'intensité. Donc je pense qu'ils ont tapé du poing sur la table et je pense que toutes les équipes maintenant, déjà qui se méfiaient, mais je pense que là, ça doit encore plus rôter dans leur tête. Oui. Et on va faire un petit point sur les joueurs de la région Nouvelle-Aquitaine de ce 15 de France. On va commencer par la première ligne. Là, on va voir face au Japon comment ça va se passer. Mais je voulais absolument revenir avec toi, alors qu'on voit des images grâce à notre réalisateur Paul Maison-Rognon. On a vu notamment Maxime Lucu qui va jouer un rôle important face au Japon puisque Antoine Dupont est suspendu. On va commencer avec la première ligne. Florian, on en parlait en off, mais alors le Rochelais Reda Vardy a un peu impressionné tout le monde, même si Fabien Galtier a dit, il a déclaré Reda, on le connaît depuis longtemps, on savait qu'il avait des qualités et il s'est tout de suite bien intégré, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est là depuis longtemps et il nous a sorti un gros match. Ouais, c'est vrai qu'on en parle en off, mais oui, Reda, quand il est rentré, c'est vrai que comme tu l'as dit, on avait l'impression qu'il avait été là déjà depuis X mois, que le projet de jeu, il le connaissait par cœur, qu'en mêlée fermée, il n'a jamais été inquiété, pourtant il avait un client en face de lui. Non, il a fait une très bonne partie. Et je pense que là, même si le staff, Fabien Galtier, le savait que c'était un bon joueur, je pense que là, il a marqué les esprits aussi à gauche. Et je pense que les blessés, il va falloir qu'ils s'accrochent pour revenir, parce que je pense qu'il ne laissera pas sa part au chien. Ouais. Le connaissant, je pense qu'une fois qu'il va être installé comme ça, pour le détrôner, il va falloir. Dani Priso, il doit en avoir marre de Reda Vardy. Là. Il se fait piquer son poste au Stade Rocher et derrière en équipe de France. Oui, après, sur Dani aussi, hein, il le savait. Voilà, si Reda ne prend pas le carton sur cette journée contre le Stade Toulousain, Reda était sur dans la liste et non Dani. Hein. Dani a été appelé après le carton de Reda, donc je pense que voilà, le staff, ils ont confiance en eux, mais bon, je pense que Reda est un peu plus en avance sur Dani Priso. Ouais. Et c'est une histoire, en dehors du côté sportif, c'est une histoire magnifique, hein, parce que Fabien Galtier en parlait en
en conférence de presse avant la rencontre face à l'Afrique du Sud. On rappelle que c'est le comité régional, il y a eu une détection dans les cités. Ils sont allés dans une cité de Montpellier et là ils ont persuadé Momo Awas et Reda Vardy de tenter le rugby. Ils y sont allés, ça leur a plu et on se retrouve avec 2 internationaux français pour une détection dans une cité. Toi qui connais bien aussi ce contexte un peu particulier d'aller chercher, d'aller motiver des jeunes en bas du bloc ou tout simplement des jeunes qui viennent voir ce qui se passe, de les motiver de venir tester le rugby, de repérer 2 gabarits qui potentiellement pourraient faire des joueurs de rugby et derrière d'avoir la magnifique histoire avec 2 joueurs en bleu, c'est extraordinaire ça, Florian. Ouais, c'est extraordinaire, oui, c'est une superbe histoire. Oui, moi, à Villeneuve, c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de développer aussi, parce que c'est vrai que, en fait, en parlant un peu avec le chef des quartiers, les choses comme ça, ce qui se passe dans le quartier, c'est vrai que c'est plus facile pour un jeune de descendre avec un ballon rond, de se faire des passes, qu'avec un ballon de rugby. Moi, on a l'école de rugby de Villeneuve où il y a plein de petits jeunes de Villeneuve. Et c'est vrai que la première fois où ils sont venus essayer le rugby, ah ouais, mais monsieur, comment ça se fait que le ballon est rebondi dans tous les sens? Et oui, non, mais c'est vrai que je pense que dans les cités, il y a plein de potentiel. Il y a plein de potentiel. Mais il faut qu'on prenne le temps d'aller les chercher, de leur faire découvrir. Parce que je pense au jour d'aujourd'hui, les jeunes en bas des blocs, si ils viendront pas comme ça. Je pense qu'il faut 1, 2, 3, 4 séances, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est un long process. Mais dans les cités, une fois qu'ils ont goûté, une fois qu'ils savent comment ça se passe, je pense qu'il y a de très beaux gabarits, de beaux potentiels, ça c'est sûr. Oui. Ça peut être pour toi un exemple à leur donner d'ailleurs, à dire regardez Reda, regardez Mohamed Awas, regardez leur trajectoire, regardez, je sais pas, Mathieu Bastaro. Ça peut te permettre aussi d'avoir des exemples à leur donner quand tu veux les motiver pour venir avec vous. Oui, c'est des exemples. Après, est-ce qu'ils regardent le rugby chez eux, ça? Je sais pas. Est-ce qu'ils connaissent bien Mohamed Awas, Reda, Mathieu Bastaro? Ça, je sais pas. Mais c'est sûr que... À Villeneuve, depuis la victoire en Champions Cup, Reda, ils doivent le connaître a priori. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense qu'ils doivent le connaître. Mais non, mais après, c'est sûr que pour tous les jeunes qui s'intéressent au rugby, qui sont dans les blocs, dans les quartiers, je pense que c'est des super exemples, ça c'est sûr, oui. Alors, on a dérivé un petit peu sur Reda Vardy et sur ce sujet très intéressant avec la belle histoire de Vardy et d'Awas. Winnie Antonio, papy, quand même, on est obligé d'évoquer. Tu le connais très bien en plus. Franchement, là aussi, c'est exceptionnel parce que Winnie Antonio, il n'est pas là pour rendre service ou encadrer les jeunes. À chaque fois, il va à la guerre et il montre l'exemple. Et franchement, chapeau. Ouais, papy, comme tu dis, Benji, ouais. Non, papy, c'est vrai qu'on le voit, il est là. Et on voit qu'il a... Alors, il n'est pas là que pour encadrer les jeunes, mais on voit qu'il a de l'importance quand même sur le terrain. Parce que ce soit, on met les fermés, les choses comme ça, on le voit que dit qu'il est là, dit qu'il tire la mêlée, dit qu'il y a un moment où c'est un peu dans le flou, tout le monde est autour de lui. Et je pense que sur un poste de leadership, alors ils n'en parlent pas beaucoup de leader ou Inato, mais je pense qu'il a... Ouais, je pense il apporte de la sérénité, voilà, non? Exactement, c'est ça, Benji. Il apporte de la sérénité envers tout le monde sur le terrain et même en dehors à l'entraînement où on voyait quelques extraits, j'ai regardé, où il s'amusait avec Dupont à faire des pas de loi, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il doit apporter quelque chose de serein envers cette équipe, ça c'est sûr. Oui. Greg Aldrit, je ne sais pas si c'est très intéressant parce qu'on a l'impression de tout le temps se répéter parce qu'il est inépuisable. C'est une machine à faire avancer le 15 de France. Et surtout, alors là, il y a évidemment le retour en forme et le retour en grâce du grand Charles Olivon. Mais on a l'impression qu'en plus, avec son pote du Gers, Anthony Gelonche, on a vraiment trouvé deux joueurs complémentaires et pour faire avancer le bloc, il n'y a pas mieux. Oui, c'est deux joueurs complémentaires. Tu en as un qui est plus porteur de balle, porteur de ballon, remonter les ballons, avancer. Et tu en as un, Anthony, qui travaille de l'ombre. Tu le vois pas beaucoup avec le ballon. Par contre, les stats de plaquage, je pense que... c'est impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Je sais pas comment il fait. Alors, moi, j'ai pas ce problème-là, mais je sais pas comment il fait pour garder la mèche à la fin du match parce qu'il envoie. Ouais, non, c'est clair que... Et puis,
ces deux joueurs, avec Charles Olivon, mais c'est des joueurs que c'est dur à sortir pour un staff, des joueurs comme ça. Alors c'est sûr qu'ils sont fatigués, ils ont les matchs top 14, des matchs avec l'équipe de France, mais ces trois joueurs compliqués à sortir du groupe comme ça, ou même dans le cours du match, de les sortir parce que tu sais pas sur un ballon récupéré, Anthony Gelon sur un plaquage, Greg il est capable de traverser, Charles Olivon est capable de prendre une touche défensive qui est hyper importante. C'est vrai que ça doit être compliqué pour le staff. De sortir ces trois mecs et les joueurs qui sont en arrière, c'est compliqué aussi, je pense, pour eux de vouloir une place à l'intérieur de tout ça. Ouais. Ouais, là, il faut aller la chercher, la place en troisième ligne. D'ailleurs, Olivon, alors il n'est pas né au Aquitaine, mais on va en parler quand même rapidement parce qu'il aura le brassard, là, en l'absence d'Antoine Dupont qui est suspendu. C'était la logique de mettre Olivon capitaine. On le voit, c'est vraiment un joueur expérimenté qui apporte du calme, qui surtout montre l'exemple sur le terrain à ses coéquipiers. Ouais, c'était logique, oui, bien sûr. Hein. Et puis, on l'a vu qu'il avait le brassard, il l'avait donné à Antoine Dupont, mais il a jamais râlé, il a rien dit, qu'il comprenait. Il a été blessé, il est revenu en forme avec le RCT. Là, en équipe de France, en troisième ligne, comme tu dis, hein, sur l'exemple des trois, c'est pareil, il est exemplaire dans tout ça. Donc oui, je pense que c'était logique pour lui d'avoir le brassard, de lui donner le brassard. Et puis c'est un peu dans la continuité d'Antoine Dupont. Hein. Je pense que c'est deux gars qui ont vraiment la tête sur les épaules, qui remettent toujours l'équipe en question, qui se remettent en question. Donc non, c'était logique, oui. Puis bon, je sais pas, tendance à passer un peu de coup de gueule, mais quand on voit qu'Antoine Dupont il est suspendu 4 semaines et que notre ami qui met un coup de casque à l'ancienne, hein, qu'on n'a pris que 3, il y a un moment où faut voir le pour, le contre. Alors on voit bien que sur les vidéos, Antoine Dupont ne fait pas exprès. Notre ami sud-africain, est-ce qu'il fait exprès? Hein, on va pas dire oui Ça, on ne parce saura que jamais, voilà, c'est parole contre parole. voilà, on saura jamais. Mais bon, on voit les images, hein, là d'ailleurs, grâce à notre réalisateur Paul. On voit à gauche l'intervention, le coup de tête du toit à Jonathan Danty, le Rochelet. On voit à droite l'image d'Antoine Dupont avec Cheslin Colby. C'est vrai que ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, hein, Florian. Ouais, puis c'est tout à fait normal, hein, ça fasse réagir parce que voilà, Antoine Dupont, quand on regardait les images, il y va pas pour faire mal, il va au ballon, oui bien sûr, Colby tombe sur la tête, oui, il n'y a aucun souci pour ça. Mais c'est sûr que sur les circonstances des deux situations, alors il y en a une qui est impressionnante parce que Colby saute super haut, parce qu'il retombe sur la tête, sauf que quand on va le Sud-Africain mettre un coup de casque à Danty à l'ancienne, voilà, je pense qu'il y a des choses que le corps arbitrage devrait laisser passer, peut-être pas, mais être plus laxiste sur certaines choses que de mettre des sanctions comme ça sans réfléchir. Ouais. Et heureusement pour Jonathan Danty, c'est beaucoup moins grave que prévu. On pouvait avoir peur au début au vu des images, mais Jonathan Danty, solide comme un roc, le nouveau papa du petit Gabriel s'en est sorti et il était à l'entraînement tranquillement cette semaine pour le 15 de France. Donc il n'y aura pas de souci face au Japon pour Jonathan Danty. On n'a pas parlé de la charnière, Florian, mais on va parler quand même du Bordelot-Béglé, Maxime Lucu, parce que c'est lui qui va avoir la responsabilité de remplacer Antoine Dupont. Et on est presque content pour lui. On est malheureux, évidemment, pour Antoine Dupont que la sanction soit aussi lourde, mais on est quand même content pour Lucu parce que franchement, sur ce qu'il a montré, il mérite d'avoir un peu de temps de jeu parce qu'il a été irréprochable à chaque fois sur ses entrées, et non seulement irréprochable, mais en plus très efficace. Exactement. C'est sûr que le temps de jeu, il en a pas beaucoup. La semaine dernière, il le faut rentrer. Il gère la fin de match comme s'il était sur des temps de jeu tous les matchs de 50 à 60 minutes. Donc c'est sûr on n'a pas vu la différence pour moi. C'est quelqu'un qui est très, très humble, qui doit beaucoup se poser de questions, beaucoup se remettre en question. Mais c'est quelqu'un qu'on n'entend pas parler par contre. Et je pense que ça doit être un travailleur de l'ombre, ça c'est sûr. Oui. Et en plus, ça va aussi vite pour éjecter les ballons qu'Antoine Dupont. Hein. Ça reste dans la même lignée, ça reste quelqu'un d'instinctif qui aime faire jouer les autres et sortir les ballons rapidement. Donc il n'y a pas trop de changements. Non, il n'y a pas trop de changements. Puis c'est vrai qu'on le voit quand il est avec l'UBB, c'est pareil. Hein, quand il est avec Mathieu Jalibert, tous les deux, quand l'UBB, ils sont à la charnière à l'UBB tous les deux, c'est pareil, le jeu est fluide, ça va vite. Les occupations par le jeu du pied du 9, les occupations par le jeu du pied du 10. Donc non, je pense que ouais, ça sera pas Antoine Dupont, mais il va faire oublier pour ce match-là Antoine Dupont, ça c'est sûr. Oui.
Justement, la petite polémique qui monte aussi avec les supporters de Mathieu Jalibert qui réclament beaucoup plus de temps de jeu, qui disent que Romain Ntamak est peut-être un peu moins bien ces derniers temps et qui voudraient plus de temps de jeu pour Jalibert. Tu les comprends ou pas, ces supporters du numéro 10 de l'UBB? Oui, je les comprends, oui, parce que tu veux toujours que le numéro 10 de ton club ait du temps de choses comme ça, mais quand on regarde Il n'y a pas que les Bordelais qui réclament Mathieu Jalibert. Ça fait débat en ce moment. Romain Ntamak, tu le trouves moins bien ou pas? Non, pour moi, non, pour moi, Romain, il était blessé, il est revenu de blessure. Le jeu, il le gère à la perfection, on peut pas dire le contraire, hein. Moi, je le vois pas contre l'Australie ou les Sudaf faire un match moins bien dans l'occupation, dans le désordre, dans tout. Donc oui, après, bon, Mathieu, il le sait très bien que quand tu travailles dans l'ombre de Jalibert, que c'est un peu comme Lucu avec Antoine Dupont. Voilà, t'as pas beaucoup de temps de jeu. Après, quand il rentre, c'est pareil, il fait des bonnes performances, voilà, il faut qu'il soit patient et je pense que voilà, son tour va arriver. Et c'est que quand même, c'est un problème de riche. Quand on voit en fin de match que Jalibert remplace Ntamak, que Lucu remplace Dupont, qu'à d'autres postes, pareil, on perd pas en qualité, on se dit vraiment quand même qu'on a du matériel pour aller chercher ce record et pour surtout aller chercher la Coupe du Monde à la maison. Oui, c'est sûr qu'on a du matériel quand on regarde la performance de Macalou, par exemple. Macalou qui rentre. Impressionnant. Alors, il n'est pas néo-aquitain, mais, Voilà, on peut quand même en parler parce que c'est extraordinaire. Voilà, Macalou, il va pousser en mêlée, il se replace, il est à l'aile, il vient gratter des ballons. Enfin non, il a été impressionnant aussi, donc c'est sûr que ça c'est des problèmes de riches. Après, il faut mieux être comme ça dans les problèmes de riches que de pas en avoir. C'est vrai que c'est Macalou, c'est le coup de cœur un peu qui fait l'unanimité sur cette rencontre, surtout quand on s'est retrouvé à 14 avec le carton rouge d'Antoine Dupont. C'est vrai qu'il a couvert 5 postes à lui tout seul. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est le Jérémy Saint-Zel du 15 de France, c'est le couteau ouais. suisse, c'est Macalou. On embrasse évidemment Jérémy Saint-Zel qui désormais est du côté de Toulon. Dernière petite info rugby, on rappelle que France-Japon, c'est à 14h dimanche du côté du stadium de Toulouse. Ça sera le match pour Florian un peu compliqué à regarder parce que après le gigot haricot, là, Florian, généralement, il fait la sieste le dimanche à 14h. Non, elle a dit dimanche, Benji, je vais aller du côté de Niort parce que j'ai les collègues qui reçoivent Arcachon, donc on va aller voir ce match aussi. Niort-Arcachon, match important pour Florian parce qu'il y a un coup à faire en plus en tête de classement, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, parce que nos concurrents directs, il y en a une, Hoche va à Limoges et puis Périgueux va à Marmande, donc jamais facile. Alors nous, ça va pas être facile non plus, parce que c'est une belle équipe d'Arcachon qui a fait des belles performances sur les deux derniers matchs, mais voilà, oui, on peut aller grappiller cette première place et aller la rechercher. Et puis, pas très loin d'Arcachon d'ailleurs, dernière info rugby, Libourne qui va accueillir l'équipe nationale de Roumanie dès la fin du mois d'août jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2023, donc, qui est programmée, on le rappelle, du 8 septembre au 28 octobre. Les Chênes qui évoluent en poule B avec l'Afrique du Sud, l'Irlande, l'Écosse et le Tonga qui ont 2 matchs à jouer à Bordeaux. Ça sera face à l'Irlande le 9 septembre et l'Afrique du Sud le 17. Libourne qui avait dû dans un premier temps renoncer à accueillir les Fidjiens qui eux iront du coup à Lormont. Bonne nouvelle pour Libourne, il y avait de la déception de ne pas recevoir les Fidji. Finalement, ils vont accueillir une autre équipe, la Roumanie. On sait que c'est toujours important d'avoir des camps de base. Ça permet de créer un petit engouement autour de la ville. C'est toujours bien pour les supporters, les fans de rugby de voir des joueurs qui sont mondialistes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Libourne. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour toutes les villes qui reçoivent des équipes pour la Coupe du Monde. C'est une bonne nouvelle parce que, comme tu dis, l'engouement pour la ville, les supporters, plein de petites choses comme ça. Je me rappelle quand il y avait eu la Coupe du Monde des U20, ça fait déjà quelques années, mais en France, où moi j'étais des Sables d'Olonne et les Sables d'Olonne, c'était l'Angleterre qui était en camp de base. Donc c'est toujours impressionnant de les voir s'entraîner, des choses comme ça. Donc non, pour les villes, c'est cool. Ouais. Tiens, j'avais pas donné l'info, mais on a parlé tout à l'heure des sanctions pour Dutoit et Dupont, mais sachez que Erasmus, Rassi Erasmus, le directeur du rugby sud-africain, il a pris 2 matchs de suspension, lui, par rapport à ses tweets controversés sur l'arbitrage. Il avait un peu taillé l'arbitrage. C'est vrai qu'il y avait une petite polémique aussi concernant l'arbitrage, notamment en fin de match. Ça lui avait pas plu à Erasmus, il a pris 2 matchs. Voilà. Après, l'arbitre a toujours raison, on va dire. Donc, de toute façon, quand ça nous arrange, oui.
Non, mais oui, après, c'est sûr que bon, les arbitres se protègent aussi un petit peu parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de managers, d'entraîneurs qui sont un peu voilà, sur les décisions d'arbitrage, que c'est un peu dur. Comme on voit, hein, notre ami, c'est pareil, Rochelet, Ronan O'Gara, qui est un peu sur Twitter, sur les arbitres. Donc voilà, ils se protègent. Après, c'est compliqué. Moi, j'aimerais pas être à leur place. Hein. Moi, je leur laisse. C'est pas les valeurs de l'Ovalie, ça. Non, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup à Florian. On te souhaite évidemment une bonne récupération et on espère que tu vas te remettre très vite de cette blessure parce que les supporters de Niort te réclament. Gros week-end pour Florian de rugby. On le rappelle, pas de top 14, mais France-Japon dimanche à 14h. La Pro D2 ce soir à 21h avec le choc entre le premier et le deuxième. Florian va se dépêcher de rentrer chez lui pour aller regarder cette rencontre entre Agen et Oyonnax. Et puis, il y aura d'autres test matchs. Hein. Je crois que Flo, tu as prévu aussi un petit Angleterre-Nouvelle-Zélande. C'est ça, Angleterre-Nouvelle-Zélande, demain à 18h30. On va se régaler. Merci beaucoup, Florian. Merci. Tout de suite, le NASPORT Show revient. On va se quitter quelques instants et derrière, on va parler football avec le 8e tour de la Coupe de France et on va parler également basket puisqu'il y a de la Betclic Elite avec les matchs de Limoges et de la section paloise de l'Élan. Paula Cortez, je suis resté dans le rugby. Et puis Basketland chez les filles, il faut absolument relever la tête pour les filles de Basketland. On va en parler dans un instant. Le NASPORT Show, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. À tout de suite. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le NASPORT Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Vous êtes de retour dans le NASPORT Show. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h pour évoquer toute l'actualité sportive qui concerne la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui ont manqué la première partie de l'émission consacrée au rugby, vous n'hésitez pas, vous allez sur notre page YouTube et vous pouvez revoir l'émission en replay. Après le rugby, c'est le moment de parler de l'actualité du football. Et le football, c'est notamment la Coupe de France, puisque vous le savez, niveau championnat, c'est la trêve. Il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar qui va débuter dans maintenant 2 jours. Le 8e tour de la Coupe de France, c'est un peu la Coupe du Monde des clubs amateurs de la Nouvelle-Aquitaine. On vous rappelle les affiches concernant les clubs de la région, avec Bergerac-Périgord opposé au Chamois Niortais, l'Entente Boët-Bonne contre le Petit Poucet face au FC Aubagne, l'US Colomiers contre le Pau FC, Châtellerault face à Avoine Chinon-Ciné, l'US Lège Cap-Ferré contre Châteauroux et puis Trélissac face aux Girondins de Bordeaux. Un déplacement piégeux pour les hommes de David Guillon. Justement, on écoute dans le NASPORT Show l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guillon, qui était en conférence de presse d'avant-match. L'entraîneur qui se méfie de cette équipe de Trélissac. C'est un match, ouais, ça va être un match très, très difficile parce que, pour les raisons que je viens de vous dire, c'est des équipes c'est un club qui a cet ADN Coupe de France. Vous connaissez le niveau de la N2 qui est maintenant devenu un très bon niveau. Comme je le répète, il y a des très bons joueurs, il y a des joueurs qui sont passés par des clubs professionnels. Et puis, il va y avoir tout cet environnement aussi coupe qu'il va falloir appréhender pour ma jeune équipe. Donc oui, ce sont des matchs très difficiles à préparer, sachant en plus que c'est le dernier match avant la trêve. Donc il y a beaucoup de vigilance à avoir autour de ce match. David Guillon en conférence de presse grâce aux images de nos confrères de Girondins
TV. Autre affiche concernant un club professionnel, affiche intéressante entre le club de Bergerac-Périgord, habitué des exploits en Coupe de France. On se souvient notamment de Bergerac qui a sorti lors de la précédente édition le club de Saint-Étienne qui évolue alors en Ligue 1. Bergerac face à Niort. Le coach du club de Dordogne, Erwan Lanuzel, était lundi dans l'émission LFNA TV sur NATV. Il aborde cette rencontre avec beaucoup d'ambition, mais surtout beaucoup d'humilité. Alors moi personnellement c'est dans ma tête que depuis dimanche matin parce qu'honnêtement j'avais coché le match de Chamalières comme une rencontre importante de notre bloc de match. Il a fallu digérer un petit peu la déception du match de Chamalières pour pouvoir se projeter sur cette rencontre contre Niort. Voilà, c'est toujours agréable de pouvoir se confronter en Coupe de France face à des adversaires de niveau supérieur. En l'occurrence, là, c'est une équipe professionnelle de Ligue 2. Et puis, je trouve que la parenthèse est plutôt, ou le clin d'œil, pardon, est plutôt sympa avec les deux clubs phares quasiment de la Nouvelle-Aquitaine, avec aussi le Pau FC, mais qui n'était pas dans notre groupe au tirage. Bah, les deux clubs viennent vivre des émotions, entre guillemets, pour les clubs de Dordogne. Donc, je trouve que le clin d'œil est sympa parce que Trélissac reçoit les Girondins aussi. Et les deux clubs se sont entendus pour qu'il y ait un match, un le vendredi soir et un le samedi. Et je trouve ça très, très cohérent et très bien pour le football amateur. Il y a un coup à jouer quand même, Erwan, en toute modestie, parce que nous, à la rédaction, je ne vous cache pas qu'on est persuadé que Bergerac va sortir les chamois, mais si on parle sérieusement, les chamois, leur pain quotidien et surtout les matchs les plus importants, c'est quand même en championnat, puisque le club est actuellement 19e et vise le maintien. Il y a quand même un coup à faire, Erwan. Alors déjà, il va falloir rester très très humble par rapport à notre adversaire. Aujourd'hui, on va affronter un club professionnel, un club de Ligue 2 qui a 2 niveaux d'écart. Donc forcément, c'est une compétition à part, la Coupe de France. On le sait, on l'a vécu la saison dernière. Il faut être rempli d'humilité. Donc voilà, nous aujourd'hui, on prépare le match pour l'attaquer avec beaucoup d'ambition. Par contre, on s'attend à forcément souffrir par moments. Mais on va essayer d'être cohérent dans notre projet de jeu. On va pas s'éloigner de ce qu'on sait faire. Et on va surtout essayer de vivre des émotions pendant 95 minutes. Après, c'est le contenu qui nous permettra d'écrire une nouvelle page de l'histoire de Bergerac en Coupe de France. Voilà, on le travaille, on est sur cette semaine avec beaucoup de travail, d'humilité forcément, parce qu'il faut pas oublier l'écart de niveau entre les deux clubs, mais on a aussi quand même un petit peu d'ambition sur ce match. Et une chose est sûre, sur le côté sportif, évidemment, il faudra rester modeste, même s'il y a peut-être un exploit à réaliser. Mais l'engouement, lui, il monte petit à petit. Hein. On voit sur les réseaux et puis on voit ce qui se passe un petit peu dans l'agglomération de Bergerac. Erwan, vous allez être suivi et quoi qu'il arrive, vous allez être encouragé. Oui, bah nous on est très heureux de recevoir à Caen-Réal parce que c'est notre stade de compétition. On est très heureux de pouvoir jouer le match à Bergerac encore plus. Donc voilà, on s'attend à une belle fête. Voilà, la Coupe de France fait partie de l'ADN du BPFC depuis de nombreuses saisons. On est fiers après avoir vécu tout ce qu'on a vécu la saison dernière de continuer à être là parce que forcément je vous cache pas que les tours précédents on était forcément très attendus, donc on est très content de pouvoir offrir une nouvelle affiche à Bergerac et à la ville entière de Bergerac. Vous allez vous en servir, Erwan, d'ailleurs, en tant que coach lors de la causerie de cette histoire exceptionnelle du club de Bergerac-Périgord en Coupe de France. Rappeler un petit peu le passé ou pas du tout, on fait table rase et on se concentre sur notre projet à nous. Non, pas du tout. Franchement, honnêtement, on n'en parle pas. Les gens en parlent pour nous. Et aujourd'hui, c'est un nouveau groupe qui est arrivé depuis le mois de juillet. Donc voilà, c'est les joueurs qui ont signé à Bergerac connaissent le contexte dans lequel ils ont signé. Aujourd'hui, nous, on écrit notre nouvelle page d'histoire, la page 2 pour le coup du BPFC et de notre groupe. Donc voilà, on n'en parlera pas. On se concentre exclusivement sur nous. Et on se concentre plutôt sur notre présent et notre futur plutôt que parler du passé.
Et on rappelle quand même que le passé récent a vu Bergerac sortir notamment l'AS Saint-Etienne, un club de Ligue 2. Donc c'est possible face à Niort, on y croit en tout cas. Erwan, on sera à fond derrière vous. Et puis vous êtes rassuré puisque vous ne pouvez pas affronter Paul Fauvel. Hein, le Red Star est déjà éliminé, Erwan. Ouais, c'était un clin d'œil sympa de pouvoir jouer contre le Red Star et Paul. Mais avant de se projeter sur un éventuel tirage, il y a quand même un adversaire redoutable qui sont les Chamois. Et voilà, on va bien construire notre semaine de travail pour pouvoir nous projeter sur le match de vendredi. Et j'espère qu'on pourra être acteur pendant 90 minutes de notre match. N'oubliez pas de travailler la séance des tirs au but, hein, Erwan. Non, on la travaille pas, non. Je laisse, Ah, vous la je laisse travaillez le pas? destin. Non, honnêtement, on l'a jamais travaillé parce que je considère que c'est un exercice qui est au-delà de l'aspect technique, qui est primordial, mais il y a un contexte mental qui est autour de l'épreuve qui est forcément différent et qui est compliqué à remettre en situation à l'entraînement. Donc voilà, c'est libre à chaque joueur d'aller se sécuriser ou pas s'il a envie de tirer, comme je ne décide jamais des tireurs des penalty. J'aurais pas eu le courage moi d'y aller, donc je vais pas décider pour les autres qui sont capables ou pas. Bon, on sait en tout cas qu'Enzo Pochet sera sur la ligne et il est chaud et en confiance. C'est déjà ça, Erwan. Ouais, il a bien travaillé cette semaine avec le penalty de Chamalières, c'est sûr. Voilà, c'est déjà un bon point. Enzo Pochet est en confiance. Il a la main chaude. Merci beaucoup, Erwan. On vous souhaite le meilleur pour ce match de Coupe de France face à Niort et pour l'ensemble de la saison du club de Bergerac-Périgord. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'était Erwan Lanuzel qui était notre invité lundi dans LFNA TV. Erwan Lanuzel, le coach de Bergerac-Périgord qui va donc affronter les Chamois niortais, 19e de Ligue 2, des Chamois qui se méfient bien évidemment de ce match piège à l'image de l'entraîneur Rui Almeida qui était en conférence de presse d'avant-match. On l'écoute avec les images de la TV des Chamois niortais. Regardez, derniers 4 matchs, nous avons une défaite. Là, l'objectif, c'est clair. C'est notre compétition, on veut gagner, continuer faire un chemin avec la coupe aussi. Et on comprend très bien l'adversaire, qu'est-ce qui va arriver, parce que c'est un adversaire opposé de nous. Le club avant n'a pas une grosse histoire, et Bergerac, il y a vraiment une histoire avec la coupe. Donc, on connaît bien l'adversaire, le joueur de l'adversaire. Vous regardez, peut-être 50-60% des joueurs ont joué en Ligue 2 ou en national un minimum. Donc, l'adversaire, il y a la présentation de l'adversaire, c'est clair. Mais le plus important, c'est nous, qu'est-ce que nous allons faire là-bas. Et là, il faut que nous vraiment, il faut que nous sommes vraiment agressifs, un match comme ça, vraiment agressif. Pour les contextes, pour le match et pour le météo. L'agressivité, le facteur clé de cette rencontre selon l'entraîneur portugais des Chamois niortais, Rui Almeida, qui prend donc cet adversaire très au sérieux. Le petit poussé côté Nouvelle-Aquitaine dans ce 8e tour de Coupe de France, c'est l'entente Boé-Bonne contre la formation du Lot-et-Garonne qui va jouer face au FC Aubagne et qui sera encouragée par tout le département, tout le district et les environs d'Agen. Lundi, le président de l'entente Boé-Bonne contre Philippe Cuny était avec nous dans LFNA TV. On réécoute cette interview. On suppose que vous avez hâte d'y être, président ? Bien entendu, mais bon, c'était quelque chose de nouveau pour notre club, puisque on n'est jamais arrivé à un 8e tour de Coupe de France, qui est un 64e, avec un 64e de finale. Donc effectivement, beaucoup d'excitation, mais aussi un petit peu d'inquiétude quant à l'organisation et la météo aussi. Oui, la météo, alors là, on ne peut pas vous aider parce que ça change tout le temps, Philippe Cuny, sur les différentes cartes et les prévisions que l'on reçoit. Monsieur le coprésident, on sait que les joueurs préparent cette rencontre évidemment à fond avec le staff, avec tous les gens qui composent l'entente Boé-Bonne Rencontre. Vous, il y a beaucoup de travail aussi, mais c'est en coulisses, hein, vous enchaînez les réunions. Voilà, exactement, mais parce que effectivement là, à partir du 7e tour, c'est la Fédération française de football qui prend le relais de la Ligue d'Aquitaine, de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine.
évidemment, on a un cahier des charges très fourni, voilà, très précis, très fourni, donc il faut y répondre, bien entendu, pour avoir l'homologation de notre terrain, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Voilà, il faut faire appel à la société privée pour l'accueil du public, etc., etc. Enfin, voilà, beaucoup de choses à mettre en place. Oui, on s'en rend pas toujours compte, hein. On parle toujours des résultats, on parle des exploits en Coupe de France, mais c'est vrai qu'il y a toute une organisation à mettre en place. Et puis, il va falloir recevoir les supporters qui seront nombreux, Philippe Cuny, puisque vous avez décidé d'inviter tous les joueurs licenciés et puis de fixer le billet à 5 €. On suppose que ça va être plein à craquer. On l'espère, bien entendu. Ce serait voilà, une immense fierté pour nous si on pouvait remplir. Alors, la capacité du stade est de 2700 places ramenées à 2500 places. Il est évident qu'on a 500 places en tribune, le reste étant autour des mains courantes. Donc, la météo, évidemment, va influencer la présence de nombreux publics. Donc, voilà, on croise les doigts. Ça monte là, Président, on est lundi, c'est que le début de la semaine, il y a eu le championnat ce week-end, mais ça monte un petit peu là dans la ville, vous en entendez parler quand vous croisez des gens dans les commerces, à la boulangerie, à la boucherie, on vous arrête ou pas là, Président? Pas encore, mais on est vraiment en lien étroit avec la mairie et Madame le maire Pascale Huguet. Donc je sais qu'elle va solliciter les commerçants pour justement afficher les couleurs de la ville et de notre club. Au niveau aussi d'avoir des animations autour de la mairie, enfin voilà, des publicités aussi sur la panoptique de la mairie de la ville de Roubaix. Enfin voilà, on a toute une série d'animations effectivement autour de ce match de la part de notre ville. On avait eu votre staff à l'antenne d'LFNA TV, Philippe Cuny, mais on vous avait pas eu vous. On suppose qu'en tant que président, quand même, c'est une fierté d'être dans la ligne, dans l'histoire du club, être à la ligne année 2022, record historique en Coupe de France, parcours exceptionnel. On suppose que ça doit rendre fier quand même en tant que président. Bien entendu, là, donc on a repris avec l'équipe dirigeante là, le club il y a 5 ans. Voilà, on a essayé de recréer tout ce qui faisait la force de ce club, c'était son esprit familial, tout en évidemment développant l'aspect sportif, puisque le club n'avait quasiment plus d'équipe de jeunes en région. L'équipe 1 était en R4. Enfin bon. Bref, la situation était quand même assez compliquée. Donc petit à petit, on a réussi à recréer cet esprit. Les anciens sont revenus. Beaucoup de bénévoles nous aident. On a un bureau qui est présent. Donc pour le moment, tout se passe bien. Voilà, on grandit petit à petit. Et puis on a fait aussi une chose importante et très novatrice aussi, puisqu'on a fait un groupement avec le SUAG au niveau des catégories jeunes de 12 à 18 ans, ce qui nous permet d'avoir des équipes quasiment dans toutes les catégories en région. Donc c'est très important aussi pour le futur de nos équipes respectives. Et on sera évidemment à fond derrière l'équipe de Philippe Cuny qui était notre invité lundi dans LFNA TV. L'entente beau et bonne en compte, petit poussé de la région Nouvelle-Aquitaine. On sera supporter de tous les clubs de la région lors de ce 8e tour de Coupe de France. L'actualité du football ce week-end, c'est aussi le foot féminin qui reprend sa place après la trêve internationale marquée par une victoire de l'équipe de France en amical contre la Norvège. L'AD1 Arkema, donc ce week-end avec la 8e journée. Vous voyez le classement, Soyaux qui est 10e, qui va se déplacer sur la pelouse de Montpellier qui est 4e. Un match qui aura lieu samedi à 14h30 à Bernard-Gasset. Match compliqué en déplacement à Montpellier pour les joueuses de Soyaux. Et puis Bordeaux 7e défiera le Paris Saint-Germain 2e du classement. Match qui aura lieu dimanche à 14h. Après le football, on termine cette édition du No Sport Show avec l'actualité liée au basket.
Beaucoup de matchs sur les parquets de basket ce week-end et galanterie oblige. On va débuter avec la Ligue féminine, la 4e journée et Basketland qui pourrait enfin lancer sa saison. On rappelle que Basketland n'a toujours pas gagné, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Basketland qui va recevoir à 20h demain soir le club de Roche-Vendée Basket Club. Match très important donc pour les coéquipières de Marie-Ève Paget. Un match qui aura lieu du côté de l'espace Mitterrand. Là encore, il y aura une grosse ambiance comme d'habitude et on reviendra en début de semaine prochaine dans le Nasport Show sur la performance des Landaises de Basketland. Chez les garçons, cette fois, place ce week-end à la 9e journée de Betclic Elite. Paula Cortez, 17e, reçoit Gravelines, 12e demain à 19h. De son côté, Limoges, 9e, va se déplacer à Monaco pour y défier le leader du classement, la Roca Team. Match qui aura lieu dimanche à 17h. À noter que l'élan béarnais, comme le Nasport Show, joue le jeu de Movember. Vous allez le voir sur une petite illustration, mais les joueurs de l'élan béarnais ont posé devant les photographes avec la moustache. On rappelle que Movember, c'est le mois de novembre qui est consacré un peu partout dans le monde à la lutte contre le cancer de la prostate et des testicules, également cette année contre la dépression et le suicide chez les hommes. Vous voyez cette petite moustache façon Casa del Papel, façon Salvador Dali. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Rognaud à la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Si vous avez manqué un passage, évidemment, vous faites comme d'habitude. Vous allez sur YouTube, sur le YouTube de NATV. Vous pouvez consommer l'émission quand vous le voulez, où vous le voulez. Je vous souhaite un très bon week-end de sport à tous. Restez avec nous. Je vous laisse en très bonne compagnie. Je vous laisse avec Jean-François Pibre, Victor Pérez-Boucheron et Nicolas Coute pour la rediffusion de la quotidienne consacrée à la 12e édition de la Route du Rhum. Bonne soirée.